Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette conférence des journées de l'économie. Les technologies des siècles passés ont façonné une économie qui produit et distingue très nettement deux types de produits, les biens et les services. D'un côté, des biens productifs, base d'une économie forte, de l'autre, des services improductifs qui ne peuvent soutenir la croissance. Dans ce cadre, la réduction de la part de l'industrie comme peau de chagrin inquiète et appelle la mise en place de politiques de reconquête. Il est beaucoup question de réindustrialisation aussi depuis quelque temps. À l'occasion de cette conférence, Industrie et services, un couple à réinventer, nous allons essayer de montrer que cette vision des choses binaires, des biens productifs, des services improductifs, n'est pas adaptée. Les technologies numériques perturbent profondément cette représentation qui doit être repensée et complexifiée. Au-delà de la question des biens et services, ne va-t-on pas finalement vers de nouveaux produits, des solutions mêlant industrie et services? Et je vous propose de commencer par proposer une vision de cette révolution avec successivement les interventions de Pierre Weltz, professeur émérite à l'École des Ponts, et Michel Debonneuil, inspecteur général des finances et administrateur de l'INSEE. Puis nous ferons intervenir des entreprises ayant choisi de mettre en œuvre cette révolution avec les témoignages de Damien Verdier, du comité exécutif de Sodexo, et de Khalid Abdallaoui, directeur commercial de RTE. On montrera combien ce changement de rôle des biens et des services dans la façon de satisfaire les besoins est fondamental, non seulement pour penser le renouveau des activités des entreprises industrielles et de services, mais aussi pour concevoir les très nouvelles chaînes de production qui permettront d'en organiser la production. Après vos 4 interventions, viendra bien sûr le temps des questions que vous pourrez poser via le numéro qui s'affichera régulièrement sur l'écran. Bienvenue donc à tous ceux qui nous suivent ce matin, de bon matin. Ce que je vous propose peut-être, c'est un rapide tour de table, tour d'écran, j'ai envie de dire, avec vous 4. On va commencer par vous en quelques secondes, et bien sûr. Michel Debonneuil. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Oui, donc moi je suis économiste et j'ai fait une partie de ma carrière dans le privé, une autre dans le d'abord une dans le public, puis dans le privé, dans le public à l'INSEE, à la direction du Trésor, commissariat du plan, au cabinet de Jean-Louis Borloo pour y mettre en place le plan des services à la personne que j'avais proposé. Et puis dans le privé, à la Banque Indosuez, je dirigeais la recherche. Je crois que ce qui est intéressant de dire, peut-être, je suis une économiste un peu particulière parce que j'ai toujours aimé être sur le terrain et donc être au contact de l'entreprise et donc faire le pont entre la théorie et la pratique. Voilà, et puis vous connaissez très bien les journées de l'économie, hein, puisque depuis de nombreuses années, vous faites partie du comité scientifique. Voilà. Un fidèle aussi qui connaît bien les journées de l'économie, c'est Pierre Weltz. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous, et merci de m'avoir invité. J'ai participé moins souvent que Michel Debonneuil, mais enfin, j'ai le plaisir toujours à retrouver les échos de Lyon, même en virtuel, comme on le fait aujourd'hui. Donc moi, je suis ingénieur de formation, puis je me suis assez vite tourné vers les sciences sociales, mais sans oublier quand même mon métier de base d'ingénieur. Donc j'ai toujours été intéressé par la relation entre les changements technologiques, on va dire, et les changements sociaux et économiques. Et puis j'ai aussi, dans mon parcours, mêlé des postes des jobs de chercheur, et puis des jobs plus opérationnels. Par exemple, notamment dans l'enseignement supérieur. J'ai dirigé par exemple l'École des Ponts et j'ai mon dernier boulot avant ma retraite, ça a été de m'occuper du développement du grand pôle de Saclay au sud de Paris. Très bien, merci Pierre Weltz. À présent, donc, on va présenter les deux industriels qui sont avec nous. Hein. Khalid Abdallaoui, donc pour RTE, Réseau de transport d'électricité. Bonjour à tous, je suis Khalid Abdallaoui, donc le directeur commercial du réseau de transport d'électricité, donc l'entreprise publique en charge du réseau de transport d'électricité en France. Je suis déjà très heureux de participer pour une première aux Journées de l'économie, donc merci de m'accueillir et de me donner l'opportunité de parler de ces sujets fort intéressants de l'industrie et des services. Je suis aussi de formation ingénieur. Je suis directeur commercial, mais ingénieur à la base, et très intéressé par ces questions de services dans un monde industriel.
et donc très heureux de participer à ce débat. Je suis passé par des postes très opérationnels aussi d'ingénierie, d'études dans les systèmes électriques à la maille française ou européenne, que ce soit dans les opérateurs de réseaux de distribution ou de transport, et aussi beaucoup travaillé dans les marchés de l'électricité au niveau de RTE avant de prendre la direction commerciale et de m'intéresser aux questions de service à nos clients et au territoire. On en parlera tout à l'heure. Voilà, on va avoir l'occasion d'en reparler très très vite. Merci Damien Verdier à présent donc pour Sodexo. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à tous, je suis aussi très heureux d'avoir été invité à cette édition des Échos de Lyon. Mon parcours est à la fois simple et riche. J'ai rejoint le groupe Sodexo il y a 42 ans. C'est la seule entreprise dans laquelle j'ai travaillé de toute ma carrière. J'ai rejoint un groupe qui faisait 15 000 salariés il y a 42 ans et le groupe Sodexo aujourd'hui fait 470 000 salariés dans le monde entier. C'est le premier employeur français dans le monde. Nous sommes dans 64 pays et nous sommes le premier employeur français aussi aux États-Unis. J'ai fait un peu tout chez Sodexo, une première partie en France, dont j'étais à la fin de ce premier parcours en France directeur général de Sodexo en France. Et ensuite, j'ai pris des responsabilités au plan international et mondial. Ma dernière responsabilité, le directeur de la stratégie et de la responsabilité d'entreprise. Et je suis au comité exécutif du groupe depuis 15 ans. J'ai une autre particularité, c'est que je préside depuis quelques mois le groupement des professions de services, qui est une association de fédérations de services qui essaye de faire la promotion du monde des services dans l'économie et dans l'emploi. Très bien. Voilà, merci. Merci beaucoup Damien Verdier. Voilà, après ce tour de table, ce tour de l'écran plutôt. Je vais me tourner vers vous, hein, Pierre Vels, peut-être pour commencer un état des lieux et pour nous expliquer aussi ce qui s'est passé ces dernières décennies dans l'évolution de l'industrie et des services. Faut-il parler d'ère post-industrielle ou néo-industrielle? Alors moi, je ne parle pas d'ère post-industrielle, au contraire, je m'élève contre cette idée d'une ère post-industrielle. On nous a beaucoup expliqué ça, et pour beaucoup de gens, en fait, il y a cette idée qu'il y aurait des stades successifs, un stade qui était celui de l'industrie, d'abord le stade agricole, puis un stade industriel, et puis on aurait oublié un peu l'industrie pour aller vers un monde de services dits post-industriels. Alors, pour contrer précisément cette idée du post-industriel, moi j'utilise un néologisme qui n'est peut-être pas très joli, mais qui est l'idée qu'on rentre dans une société hyper-industrielle, au contraire. Donc, c'est vraiment pour prendre le contre-pied. Alors, c'est paradoxal parce qu'évidemment, on voit que l'emploi industriel est en forte décroissance dans notre pays comme dans la plupart des pays développés, et essentiellement d'ailleurs pour des raisons de gains incessants de productivité. La croissance. Alors, il y a également un peu de perte de compétitivité, mais on ne va pas rentrer directement dans ce débat-là. Alors, premier point, pourquoi je parle de société hyper-industrielle? Il y a de nombreuses façons de le décliner. Le constat, c'est qu'il y a une convergence, on pourrait dire presque une fusion entre ces deux mondes, l'industrie des services, le numérique, jouant évidemment un rôle d'accélération très important dans cette convergence. Alors, quatre points pour l'illustrer. D'abord, je pense que Michel nous en parlera tout à l'heure, on est de plus en plus en phase de produits qui sont des mix, des mélanges de biens et de services. Deuxièmement, quand on regarde les chaînes de valeur complètes, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas simplement le périmètre de l'industrie manufacturière, stricto sensu, mais les activités qui sont en amont, en aval ou latérales, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a une imbrication extrêmement forte des services et de l'industrie. Ça amène d'ailleurs à relativiser en partie ce vocabulaire de la désindustrialisation qui est extraordinairement présent. Parce que si on regarde la chaîne de valeur complète, c'est très difficile à estimer, mais le nombre d'emplois réels qui gravitent autour de la fabrication des objets, on va dire, est une fois 1,5 à 2 fois supérieur à celui qu'on compte effectivement. Par exemple, quand on fait les comparaisons avec l'Allemagne, ça relativise aussi beaucoup cette idée de désindustrialisation. Voilà. Troisième point, on voit bien que les services s'industrialisent, enfin, au sens où pas forcément par la massification ou la standardisation, qu'on a tort de considérer comme le seul critère de l'industrialisation, mais par tout un tas, en adoptant toutes sortes de normes
qui sont en fait celles du monde industriel. On en parlera peut-être tout à l'heure avec Sodexo. Moi, je ne vois pas de grande différence entre la façon dont fonctionne une entreprise comme Sodexo et la façon dont fonctionne une entreprise industrielle. Et puis le quatrième et dernier point, qui est peut-être le plus important, c'est que si les services s'industrialisent, l'industrie, elle, se servicialise, si vous m'autorisez ce néologisme un peu barbare. En ce sens que de plus en plus, on voit que l'industrie vend des fonctionnalités, elle vend des usages et non plus simplement des objets. Ça, c'est une évolution qu'on voit depuis longtemps dans le B2B, enfin dans les relations inter-entreprises, mais qui commence à aller vers le grand public. Si je prends la question de l'automobile, par exemple, on voit bien que bon, il y a des évolutions technologiques très importantes dont on nous parle beaucoup, l'électrification, le véhicule autonome, qui est une espèce de grand projet d'ingénieur qui mobilise énormément de force aujourd'hui. Mais peut-être l'évolution la plus importante, c'est une autre évolution qui est celle des modèles d'affaires. On voit bien que de plus en plus, ce que les gens veulent, ce n'est pas des bagnoles à mettre dans leur garage, et d'ailleurs il y en a de moins en moins, en particulier dans les grandes villes, c'est l'accès à des services de mobilité qui soient efficaces. Et je cite souvent un patron de BMW qui disait l'automobile n'est pas un besoin humain fondamental, la mobilité, oui. Voilà. Et donc, pour résumer les choses, on dirait qu'on passe progressivement, alors bien sûr, les choses restent mélangées, une économie des objets à une économie des usages, certains disent même des expériences. Dassault Systèmes, par exemple, vous explique que ce qu'ils vendent, c'est de l'expérience. Et on passe aussi, un peu plus lentement, d'une économie de la propriété à une économie de l'accès. Au fond, ce qui compte, ce n'est pas le titre de propriété, mais c'est l'accès aux biens, aux services et au mélange biens-services. Ça, c'est un premier point. Très rapidement, ça a des implications, donc il faut garder les choses ensemble. Ça a des implications sur l'emploi. Alors, en deux mots vraiment, qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans l'industrie, les emplois diminuent, ils vont continuer à diminuer, comme je l'ai dit, essentiellement pour des raisons de gain incessant de productivité. Le numérique, d'ailleurs, n'a pas vraiment infléchi les courbes. C'est un vieux processus d'automatisation qui est en cours depuis très longtemps. Et par ailleurs, ces emplois industriels, ils montent en qualification de manière très nette. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui beaucoup de relocalisation, on parle de réindustrialisation. Il ne faut pas rêver, on ne reviendra pas à des masses d'ouvriers qualifiés comme on a pu le connaître à un certain moment. La robotisation va permettre de faire revenir dans les pays développés des productions qui sont actuellement assurées dans des pays à faible coût de main-d'œuvre, mais ça ne créera pas beaucoup d'emplois. Ça créera des emplois, comme je l'ai dit, en amont et en aval. Si on regarde les services, on voit que là, on a une forme de divergence, de bipolarisation qui est quand même assez frappante. D'un côté, on a un développement qui rejoint évidemment celui de l'industrie vers des emplois de haute qualification, même de très haute qualification, mais on a surtout un développement numérique très important. C'est aujourd'hui l'élément principal du marché du travail, de jobs que l'on considère comme peu ou moyennement qualifiés. Quand je dis qu'on considère comme peu ou moyennement qualifié, j'insiste là-dessus parce qu'au fond, la qualification, c'est une convention sociale. Et j'hésite toujours à employer ce terme de basse qualification parce que si vous prenez par exemple des infirmières, ou des infirmières, ce n'est pas la basse qualification, mais des aides-soignantes dans des personnels dans des EHPAD, par exemple, vous voyez que ce sont en fait des jobs extraordinairement difficiles et en réalité qualifiés. Le problème, c'est que la société ne le reconnaît pas, comme on le voit aujourd'hui, d'ailleurs, dans les discussions qu'on peut avoir sur les professions de santé. Il y a une espèce d'asymétrie bizarre, au fond. On considère que les jobs industriels sont très qualifiés et ils sont de plus en plus qualifiés parce qu'ils doivent se confronter à la complexité des grands systèmes techniques qu'on a nous-mêmes construits, et qui effectivement sont de plus en plus complexes, difficiles à gérer. En revanche, on considère que la complexité de l'être humain, qui est en fait le job de base de la plupart des emplois de services dits peu qualifiés, elle serait inférieure, alors qu'en réalité, elle est largement du même niveau.
Il y a autre chose, c'est que les entreprises industrielles ont été souvent de grandes entreprises, avec aussi des rapports de force entre les syndicats et le patronat qui étaient assez structurés. Ça nous a conduit, du point de vue macroéconomique, à un couplage historique très fort entre les gains de productivité qui étaient faits dans ce secteur et les revenus. Or, ce couplage, il ne fonctionne pas aujourd'hui dans le monde des services, ou beaucoup moins, parce que ce monde est beaucoup plus atomisé, avec, comme je l'ai dit, des salariés qui sont très souvent, qui sont absolument pas en position de force. Les GAFA n'arrangent rien, puisqu'en fait, ils vont augmenter la forme de précarité générale de ce monde-là. Alors, pour terminer, je dirais que cette situation, en réalité, est délétère. Et on voit bien qu'elle ne peut pas se régler uniquement par la réindustrialisation. C'est un peu ça le paradoxe de mon propos, c'est-à-dire je dis évidemment la réindustrialisation ou la néo-industrie ou le développement d'une industrie compétitive est absolument vital pour la France. Un certain nombre d'économistes ne sont pas d'accord là-dessus, mais on pourra en parler. Mais ça ne suffira certainement pas à régler notre problème macroéconomique, je dirais macro-social. Donc il faut vraiment qu'on redéfinisse un chemin de croissance, et je dirais même qu'on ait une définition de ce qu'on peut appeler la base productive du pays, qui combine la compétitivité très forte de l'industrie et d'une partie des services, qui est vitale, hein, encore une fois, mais en même temps qui permettent la reconnaissance, l'augmentation en qualité, en reconnaissance des jobs de service, y compris les plus modestes. Alors, je ne veux pas. Quelle piste on a par rapport à ça? Il me semble qu'il y en a une, et je terminerai là-dessus, que moi j'appelle, alors là encore peut-être un néologisme un peu barbare, c'est cette idée qu'au fond, on voit bien que l'évolution spontanée d'ailleurs de la demande aujourd'hui va vers ce qu'on peut appeler ce que j'appelle une économie anthropocentrée. D'autres utilisent des termes un peu différents. Regardez les secteurs qui se développent aujourd'hui, c'est la santé, le bien-être de manière générale, ce qui touche à l'alimentation de qualité, la sécurité, l'éducation, etc. La croissance en fait de ces secteurs est un peu masquée par le fait qu'ils sont largement socialisés et qu'ils sont financés par l'impôt et la sécurité sociale, mais le fond, c'est bien ça. Et donc, ces secteurs, ils ont un point commun qui est très différent de celui qui a été ce qui a été l'orientation dominante, par exemple, pendant les 30 Glorieuses. Pendant les 30 Glorieuses, moi, je dis souvent, c'est l'économie garage, salon, cuisine. On a rempli nos maisons de toutes sortes d'objets absolument fascinants qui ont changé, d'ailleurs, notre vie quotidienne. Aujourd'hui, les nouveaux secteurs en développement, ils s'adressent à l'individu directement, au corps, aux émotions, au cerveau. Voilà. Et là, je pense qu'on a un potentiel absolument considérable de création de valeur, au fond, autour de la création de nouveaux liens. C'est ça la différence. Au fond, ce qui se crée dans ces secteurs-là, ce sont de nouveaux liens entre des individus, entre des consommateurs et des producteurs. Et je pense qu'il y a aussi un potentiel là, de création de nouveaux produits, mais je pense que c'est ce que va nous expliquer, j'imagine que c'est ce que va nous expliquer tout à l'heure Michel Debonnaille. Donc pour conclure, en un mot, oui. Je pense qu'il y a une grande, oui, je suis peut-être un peu débordé, je ne sais pas, une grande urgence de la réindustrialisation, mais la vraie urgence, c'est de reconstruire et de reconcevoir, ça passe beaucoup par les images et les représentations, une base productive où les emplois et les valeurs liées au service jouent un rôle essentiel. Très bien. Merci beaucoup, Pierre Vels, d'avoir planté le décor, j'ai envie de dire. Je me tourne vers vous maintenant, à Michel Debonnaille. Vous parlez souvent d'économie quaternaire. Quelles en sont les caractéristiques? Et puis, vous allez nous parler aussi de ces nouveaux produits que l'on appelle des solutions. Est-ce qu'on peut dire que le couple industrie-service réinventé fonctionne déjà? Bonjour à tous. On le voit, les relations entre industrie et services sont en train de subir de grands chamboulements au cours de ces dernières décennies à la recherche d'une croissance de progrès. Et si la fin de cette histoire, c'était en fait le mariage de l'industrie et des services dans de nouveaux produits. C'est en tout cas cette vision que je crois pertinente et utile que je vais maintenant vous présenter.
Qu'est-ce qu'on entend par nouveaux produits? Bien, j'entends nouveaux comme on entend les biens quand ils ont été créés au moment avec les technologies de la mécanisation et de la chimie. De nouveaux entrepreneurs se sont organisés pour produire de façon tout à fait différente, pour satisfaire les besoins de façon tout à fait différente que ne le faisait l'artisanat, et pour satisfaire beaucoup mieux les besoins des consommateurs avec ces nouveaux produits qu'on a appelés des biens. Voilà. Donc, un nouveau produit, c'est un produit qui satisfait tout autrement et mieux les besoins, toutes sortes de besoins des consommateurs. Donc, les technologies précédentes ont eu leurs nouveaux biens, leurs nouveaux produits, les biens et les services. Pourquoi les technologies de l'information n'auraient pas leurs nouveaux produits? Et en fait, si, ils les ont, et d'ailleurs, on les voit arriver, puisque de très nouveaux entrepreneurs nativement numériques, qu'on appelle aujourd'hui les GAFA, ont en réalité compris que ces technologies de l'information allaient pouvoir satisfaire les besoins tout autrement et beaucoup mieux que ne le faisaient des biens et des services, qu'on était obligé, les consommateurs étant obligés de se déplacer pour aller acheter les biens et de se déplacer dans des lieux dédiés pour avoir le bénéfice de personnes qui leur apportaient leur savoir-faire pour tous ces services qui existaient. Et donc, ils se sont... en fait, ils ont créé des nouvelles chaînes de production qui permettaient la mise à disposition des biens et des services sur les lieux de vie. Voilà. Et on a là, lorsque nous sommes face à ces applications que ces acteurs ont créées sur des supports divers qui nous permettent d'accéder à toutes ces mises à disposition de biens et de personnes sur les lieux de vie, eh bien, nous sommes là face à de nouveaux produits. Ce ne sont pas des biens, évidemment, ce ne sont pas non plus des services. Je pense qu'il faut dire que ce sont des nouveaux produits, leur donner un nom, et je propose de les appeler des solutions. Alors, ce qui est intéressant, et on voit, je vais redire des choses qu'a dit Pierre Welz, bien sûr, puisque nous sommes complètement d'accord. Hein, donc, c'est simplement une façon d'organiser la pensée, hein, pour le dire. C'est la valeur ajoutée créée par ces solutions n'est plus comme elle l'était dans l'industrie sur la création et la vente de nouveaux biens, mais elle est dans la mise à disposition, donc dans l'usage de ces objets et dans la mise à disposition de personnes qui vont pouvoir s'occuper de l'entretien, du recyclage, de la mise en cohérence de tous ces objets connectés qui vont être chez nous. Et de la mise à disposition de personnes qui vont s'occuper de ces biens, de ces objets et qui vont s'occuper de nous. Et c'est là aussi qu'on vient retrouver l'idée de care, l'idée que développait aussi Pierre Welz, que ces technologies vont permettre de s'occuper de nous, bien sûr, puisqu'on va pouvoir mettre à notre disposition autant que de besoin sur nos lieux de vie des personnes qui vont être formées, qui vont pouvoir le faire. Donc, en fait, on passe d'une économie de l'avoir plus à une économie de l'être mieux. Les premières solutions que les GAFA ont apportées ont été très appréciées. Je ne vais pas revenir là-dessus dans le temps imparti. Bon, tout ça est bien connu, mais on leur voit aussi de graves défauts, et en particulier par la transformation en fait, du salariat, ce qu'on peut appeler des petits boulots, qui sont à la source de croissance de très fortes inégalités, qui sont en train de détruire nos démocraties, par la façon dont ces acteurs s'approprient les données personnelles et les intègrent dans une intelligence artificielle qui finalement converge vers le remplacement systématique de l'homme par la machine, qu'ont faire les robots qu'on pourrait avoir à la maison, comme Siri, ou comme des voitures autonomes, les drones, etc. Donc là encore, je ne vais pas développer ces sujets qui sont largement développés par ailleurs, mais on voit qu'effectivement, ces acteurs ont eu l'idée géniale que des nouveaux produits, des solutions pouvaient être proposées aux consommateurs, encore une fois, pour satisfaire tout autrement et mieux les besoins des consommateurs, mais malheureusement, ils l'ont fait sous une forme qui aujourd'hui commence à soucier et les gouvernements essaient de réglementer ces acteurs, mais ils ont beaucoup de difficultés à le faire parce qu'on est arrivé à une situation dans laquelle un certain nombre d'entre eux sont très riches et très puissants au point d'être parfois plus puissants que certains États.
Alors évidemment, la question qui se pose, c'est que est-ce qu'on peut faire autre chose que de réglementer ces nouveaux acteurs qui évidemment sont les seuls à pouvoir inventer ces nouveaux produits? Est-ce que c'est une fatalité de devoir être mis devant le fait accompli d'une nouvelle économie finalement qui ne nous paraît pas correspondre exactement à tout ce que ces technologies pouvaient nous apporter? Eh bien, moi, je dis oui, bien sûr, on peut faire mieux parce que ces technologies de l'information, comme toute technologie dite générique, ont des potentialités telles qu'il existe évidemment plusieurs façons d'organiser ces nouveaux produits que sont les solutions. Et si les citoyens, si les hommes au travail, les hommes et les femmes au travail, si les États comprenaient que les entrepreneurs sont en train de construire ces nouvelles chaînes de production pour fabriquer ces nouveaux produits, ils peuvent évidemment favoriser l'éclosion par des politiques industrielles, par des politiques économiques diverses, de celles de ces organisations qui mettent le mieux les technologies au service de l'homme et de la nature. Et preuve que c'est possible, qu'il existe plusieurs façons de faire ces solutions, c'est que précisément des entreprises anciennes, industrielles et commerciales et de services sont en train de comprendre qu'elles aussi peuvent fabriquer des solutions et que, alors qu'elles se sentent menacées par les GAFA, elles peuvent trouver le moyen là de rebondir et de trouver leur place dans cette nouvelle économie des solutions. Et elles le font d'une façon très différente des GAFA. La première chose qui les différencie, c'est qu'au lieu de satisfaire des besoins simples avec des solutions simples, elles vont s'attaquer à satisfaire des besoins beaucoup plus complexes avec ce qu'on pourrait appeler des bouquets de solutions. Que l'on pense à la silver economy, qui va mettre à la disposition des personnes âgées sur leur lieu de vie, à leur domicile, toutes sortes de biens, d'objets et de personnes qui vont leur permettre de vivre plus longtemps chez elles en bonne santé. Que l'on pense aussi aux nouvelles mobilités qui vont permettre d'articuler tous ces véhicules partagés de façon à pouvoir effectivement rendre très fluides ces divers moyens de transport individuels partagés. Que l'on pense aussi à la rénovation énergétique, qui est aujourd'hui un défi majeur et pour lequel le consommateur se trouve seul par rapport au choix de solutions qui, évidemment, les dépassent complètement et les amènent parfois à faire les mauvais choix. Donc, ces anciennes entreprises industrielles et de services sont en train d'organiser, d'imaginer l'organisation de nouvelles chaînes de production dans lesquelles, en fait, il y aurait un nouvel acteur qui serait un grand distributeur, agrégateur de ces solutions, qui serait une sorte d'interlocuteur, de réintermédiation du lien entre le fabricant de bouquets de solutions et le client, dans laquelle le client serait face à quelqu'un qui écouterait son problème complexe et concevrait un bouquet de solutions adapté pour la réponse à son problème et prendrait en charge de bout en bout la mise en place de ce bouquet de solutions. Ces acteurs sont aussi en train de comprendre qu'il faut qu'ils utilisent des plateformes qui soient des plateformes gérées éthiquement, que les données personnelles ne peuvent pas être appropriées et qu'il faut concevoir les choses différemment. Ils sont aussi en train d'essayer de remettre l'homme au centre de ces bouquets de solutions en faisant, je dirais, en concevant une sorte de travail à trois, alors que le travail avait été jusqu'à présent du travail à deux, c'est-à-dire soit dans l'industrie avec un salarié face à une machine, soit dans les services avec un prestataire de service face à son client. On sera là au domicile avec un intervenant qualifié qui sera face à son client avec l'utilisation d'un certain nombre d'objets connectés qui permettront de fabriquer ces nouveaux bouquets de solutions. Donc, on le voit, pour conclure et pour aller vite, non seulement ces bouquets de solutions ne menacent pas l'industrie et les services, comme le font les GAFA d'ailleurs, mais elles les renouvellent, parce qu'il faut que ces industries et ces services adaptent les biens et les services qu'ils savent faire pour les intégrer dans les bouquets.
Alors, j'en donnerai un seul exemple. Malheureusement, la personne qui devait le faire de Peugeot ne peut pas être là. Mais les voitures, par exemple, Pierre Vels a aussi évoqué, le constructeur de voitures aujourd'hui doit comprendre que non seulement il faut qu'il produise des voitures qui vont être achetées, des voitures électriques qui vont être achetées, mais il faut surtout qu'il conçoive des voitures partagées. Une voiture partagée est très différente. Il faut qu'elle soit très facile à nettoyer, pratiquement qu'elle parle pour dire qu'elle a été rayée, qu'on puisse le payer, etc., les recharger. Bref, on voit qu'il y a énormément il faut repenser tous les biens et les services qui existaient jusqu'à présent, avec des savoir-faire qui sont là et qui sont très importants, de façon à pouvoir intégrer ces biens et ces services dans ces nouveaux produits que sont les solutions qui les mettent à disposition. Finalement, à force de complexifier ces interactions, on voit que ce qui se passe, c'est qu'en fait, justement, on est en train de créer, alors moi j'appelle ça une néo-industrie, c'est-à-dire c'est un ensemble de bouquets de solutions productifs qui intègrent l'industrie à l'ancienne, renouvelée, comme on vient de le dire, mais aussi les services, eux aussi renouvelés et rendus productifs par tout cela. Et c'est ainsi que, si vous voulez, on ne relancera pas une croissance qui n'en peut mais on lancera une nouvelle croissance. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà une bonne nouvelle, parce que ces chaînes de production qui sont en train de se faire, elles sont passionnantes à concevoir, et nous tous les citoyens, tous les membres de cette société peuvent, avec les États, peuvent réfléchir à la façon dont ces nouvelles entreprises le font et participer à leur élaboration. Très bien. Merci beaucoup, Michel. Alors, vous avez évoqué donc ces bouquets de solutions, cette nouvelle croissance. On va voir maintenant avec les industriels qui sont avec nous, les entreprises. Vous avez évoqué l'automobile. On verra tout à l'heure hein, avec Khalid Abdallaoui ce qui peut se faire en matière d'automobile, de mobilité et d'énergie. Et puis tout de suite, je vais donner la parole à Damien Verdier hein, pour donc dans un grand groupe comme Sodexo, je dirais à la fois industriel, hein, producteur dans l'univers de la restauration, entre autres pour les collectivités, mais producteur de bien d'autres choses, et groupe de services s'il en est. Comment est-ce que vous vivez cette révolution, transformation, j'ai envie de dire? Bonjour à tous. Avant d'apporter mon témoignage avec deux exemples de transformation de nos prestations de services pour intégrer davantage de valeur ajoutée, de technologie, je veux juste en quelques mots rappeler ce qu'est l'économie de service en France. Et ça illustrera, je crois, assez bien les propos de Pierre Vels que je partage complètement. L'économie de service a connu une envolée complètement folle ces dernières années. C'est aujourd'hui 46% du PIB en France. C'est plus de 10 millions d'emplois sur les 18 millions d'emplois du secteur privé. Je parle bien des services marchands, hors commerce, 10 millions d'emplois. C'est des emplois de toute qualification, de très haute qualification, mais aussi c'est aussi un lieu important d'intégration économique et sociale pour des emplois peu diplômés. Et c'est plus de 70% de la création nette d'emplois ces dernières années. Il y a beaucoup de métiers en tension, il y a de nombreux marchés de croissance, et on peut dire que c'est insuffisant, ou au moins c'est toujours ça, c'est des échéances excédentaires qui couvrent, alors heureusement ou pas assez, 30% du déficit de la balance commerciale. Donc, on voit bien que l'économie de service a transformé le paysage économique de la France. Et ça s'est passé dans beaucoup d'économies modernes, hein, ce n'est pas spécifique à la France. Les entreprises de service, elles ont toutes des critères communs. Parce que souvent, moi, on me dit, mais le service, c'est quoi? C'est le service ne se stocke pas. Donc, ça fait des entreprises qui ont quand même un business model assez particulier. Le premier poste de dépense dans un compte d'exploitation d'une entreprise de service, c'est de très loin la masse salariale. C'est 50 à 80% du chiffre d'affaires. Les services irriguent les territoires en petites équipes autonomes. Donc, c'est des modèles d'organisation assez différents. Et puis, les services, ils se co-construisent avec le client. La relation avec le client est capitale. Et c'est là qu'on a commencé à parler de la notion d'expérience. Alors, la place des services, elle a évolué dans l'économie avec des choses très, très bonnes, mais aussi, c'est vrai, avec, dans un premier temps,
une partie des services se sont développés parce que l'industrie a confié à des entreprises de services un certain nombre de tâches que l'industrie ne souhaitait plus exercer elle-même. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Pierre Welz sur le fait que quand je dis 10 millions d'emplois, on est dans les 10 millions d'emplois, une partie de ces emplois est très directement liée historiquement au monde de l'industrie et le reste. Et puis, il y a aussi évidemment des nouveaux besoins des citoyens, des collectivités publiques et aussi des entreprises qui a contribué à cette croissance des services. Ce qu'il faut dire, c'est que les services aujourd'hui, aux côtés de l'industrie, doivent se réinventer. Et là aussi, je partage les deux interventions précédentes de Pierre Welz et de Michel de Bonneuil, parce qu'il y a des enjeux de montée en gamme, il y a des enjeux d'intégration de services avec le bien et le produit, et il y a des enjeux, bien entendu, d'apporter ça dans une prestation de service reconçue, redesignée au service des citoyens. Je vais passer tout de suite à deux témoignages. Mon premier témoignage, je voudrais parler de la stratégie du groupe Sodexo dans le monde de l'entreprise, justement. Notre entreprise a été créée il y a plus de 50 ans avec cette vocation d'améliorer la qualité de vie des personnes que nous servons. Donc, pendant plus de 50 ans, nous pensons, bien entendu, que la restauration d'entreprise est un lieu important pour le bien-être au travail, tout simplement. Et que notre cœur de métier, c'est la restauration d'entreprise. Et effectivement, on s'est développé pendant des années en se focalisant sur ce métier de la restauration d'entreprise. Et puis, il y a plus de 15 ans, on s'est dit qu'il serait bien de transformer cette raison d'être, qui est d'améliorer la qualité de vie de travail, en une prestation de service beaucoup plus complète. Et donc, de sortir de notre zone de confort, qui est notre métier de la restauration, et d'explorer ce qui ferait une expérience de qualité de vie au travail beaucoup plus intégrée. Et on a fait deux constats, sachant qu'on vit dans l'entreprise, donc ce n'était pas très difficile pour nous d'observer ce qui est le bien-être au travail et la qualité de vie au travail. Et on a constaté qu'évidemment, il y avait toute une myriade de métiers qui contribuaient à ce bien-être au travail. De l'accueil à la conciergerie, en passant par, bien sûr, l'hygiène et la propreté, la sécurité, le design des bureaux, la maintenance technique des bâtiments. Si le chauffage n'est pas bien réglé, les éclairages ne sont pas bons, ça a un impact sur le bien-être au travail et l'efficacité au travail. Et on s'est engagé dans une transformation très profonde pour développer, je me permets de reprendre le terme de Michel de Bonneuil, des bouquets de solutions qui permettraient de construire une prestation de service, une offre qui intégrerait tous ces métiers-là. Ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, c'est que derrière tout ça, on s'est aperçu aussi qu'on pouvait simplifier la vie du client et que le client qui avait besoin de gérer tous ces métiers, donc parfois beaucoup de sous-traitants, sans cohérence complète entre tous ces métiers avec un objectif unique qui est le bien-être au travail, nous, on pouvait apporter ça. Et donc, on pouvait apporter en fait tous les métiers qui contribuent encore une fois à cette motivation et à cette efficacité au travail. Donc, en concevant des bouquets de solutions, nous avons dû investir dans des nouveaux métiers. Et par exemple, je prends l'exemple, on a décidé d'investir par exemple dans la maintenance technique des bâtiments. Parce que dans le bien-être au travail, l'importance de l'éclairage, de la climatisation ou du chauffage, etc., est extrêmement importante. On a mené des études de perception des salariés au travail qui nous disaient, mais de toute façon, moi, dans les salles de réunion, je caille et c'est insupportable, etc. Donc, on a compris que tous ces petits détails faisaient le bien-être au travail. Et donc, on a recruté des ingénieurs, on a recruté des techniciens de maintenance technique. Et vous comprenez bien que la première transformation dont je parle, c'est d'ajuster ou de regrouper dans une même entreprise des compétences et des qualifications qui viennent de différentes professions, de différentes origines. Ça, c'était une première transformation. Tout ça, évidemment, avec un but ultime, c'est cette contribution à la qualité de vie au travail. On a par contre fait le choix que certains métiers ne devaient pas devenir des expertises de Sodexo. Donc, on a aussi noué des partenariats. Par exemple, on a choisi le fait que le métier de la sécurité était un métier à part entière et que Sodexo ne serait pas légitime à développer cette expertise. Donc, nous avons noué des partenariats pour que quand on offre ce bouquet de solutions à une entreprise, avec ces solutions qui, à la fois, certaines sont très techniques, d'autres sont très, très intensives en main-d'œuvre,
nous puissions aussi apporter des partenariats pour apporter l'ensemble des services qui concourent à cette qualité de vie au travail. Évidemment, manageant l'ensemble de ces métiers nous donne énormément d'informations. Nous avons évidemment un accès à la data, on comprend les taux d'occupation, on comprend les services qui sont les plus importants pour l'usager, et donc on parle d'expérience au travail. Je fais juste un petit aparté, vous comprenez bien pourquoi cette question du télétravail qui s'accélère du fait de cette pandémie bouleverse à nouveau toute cette approche, parce qu'il faut mais on est très bien placé parce qu'on va repenser justement l'utilisation des lieux de travail dans un contexte où le télétravail va devenir complété. Moi, je ne suis pas du tout à penser que le télétravail est la solution, hein. Je pense qu'il va falloir trouver un nouvel équilibre, et c'est très, très important de maintenir des lieux de travail où la communauté de travail peut créer ensemble, où il y a un esprit d'équipe, où il y a une communauté au travail. Et là, évidemment, c'est un nouveau chantier pour nous. Mais voilà, aujourd'hui, une transformation extrêmement importante qu'a conduit le groupe Sodexo, partant de la restauration d'entreprise à une entreprise qui améliore la qualité de vie au quotidien, en juxtaposant tout un tas de métiers techniques, moins techniques, plus de services, au service d'un même objectif. Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise et dans le monde, le groupe Sodexo est passé de 100% restauration d'entreprise dans son chiffre d'affaires à 70%. Donc 30% de notre chiffre d'affaires vient de métiers qui ne sont pas la restauration d'entreprise. C'est évidemment une mutation qui prend du temps, hein, qui nécessite énormément de travail, mais sur lequel aujourd'hui nous pensons qu'on apporte plus de valeur ajoutée à nos clients et un meilleur service à nos usagers que sont les salariés au travail. Deuxième exemple rapide, c'est aux États-Unis. Le groupe Sodexo, par sa filiale Comfort Keepers, est le numéro 2 aux États-Unis sur le marché du maintien à domicile des personnes âgées. Notre volume d'activité sur tout le territoire est de 800 millions de dollars, avec 20% en propre et 80% en franchise. Nous avons 600 franchises qui couvrent l'ensemble du territoire américain. Je dis ça parce que cette organisation en franchise est très intéressante, parce qu'elle permet d'avoir des centaines d'entrepreneurs locaux, ancrés dans leur territoire, fédérés par le même esprit entrepreneurial, et qui finalement créent une émulation extrêmement forte sur tout ce qui est innovant et tout ce qui va permettre que le maintien de la personne âgée à son domicile, malgré des questions bien entendu de dépendance, la solution puisse être une combinaison de nombreux services à nouveau. Et cette organisation en franchise perd beaucoup d'agilité pour adopter, tester, faire des pilotes sur l'ensemble des choses qui peuvent améliorer à nouveau ce maintien à domicile. Notre rôle, nous, c'est d'aider au recrutement et à la formation des personnels, c'est l'aide à la communication et à l'image de ces métiers qui restent difficiles, et puis c'est bien entendu l'innovation et la technologie. Et au plan technologique, je dois dire que nous sommes agnostiques, nous. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes prêts et nous sommes très ouverts à toute innovation technologique, et les GAFA nous contactent. Les startups de la Silicon Valley n'arrêtent pas de nous contacter parce qu'évidemment, ils ont compris que nous pouvons être un lieu d'expérience sur tout ce que a été développé avant, sur les capteurs, les senseurs, les robots, tout ce qui va permettre de faire du prédictif, de comprendre quels sont les moments difficiles pour une personne âgée à domicile, quelles sont les tâches sur lesquelles il faut anticiper, etc., etc. Simplement, parce que je dois faire court, je crois, et je ne veux pas, par ma passion, prendre trop de temps, je veux dire simplement que ce qui est rassurant, c'est qu'au fond, tout ce qui nous amène de la technologie dans ces métiers, qui sont nécessaires et qui apportent une grande possibilité d'innovation, le lien de confiance reste absolument le cœur de ce métier. Pour la personne âgée, vis-à-vis de son aidant, et pour la famille, qui, vous imaginez aux États-Unis, une personne âgée maintenue à domicile en Floride, dont les enfants sont à New York ou à Los Angeles, il faut qu'il y ait un lien de confiance extrêmement fort. Là aussi, la technologie aide. On a développé des applications qui s'appellent GrandPad, qui permet un lien permanent entre la personne âgée et sa famille pour avoir des petits comptes rendus de la journée, etc., etc. Mais ce qui est important, c'est ce lien de confiance qui reste le cœur de ce métier. Et au fond,
Pour améliorer encore ce lien de confiance, nos plans de formation pour nos personnels vont de plus en plus vers le soin. Et on s'aperçoit que 25 à 30% des personnes que nous maintenons à domicile ou que nous aidons dans leur maintien à domicile sont des personnes qui souffrent de maladies neurodégénératives. Et en fait, aujourd'hui, le grand challenge, c'est de former nos personnels et donc de les qualifier. Et ça a été un des points abordés par Pierre Vels et par Michel de Bonneuil, c'est d'aborder aussi de la qualification dans ces métiers. Et nous les formons à la compréhension des maladies de Parkinson, des maladies d'Alzheimer, etc., pour que la personne aidante puisse anticiper, aider la personne, comprendre sa vie de tous les jours et comprendre les difficultés qu'elle a, mais sous un angle pas simplement de l'empathie qui est absolument nécessaire, mais sous un angle y compris de connaissance de la personne qu'elle aide dans sa vie quotidienne, y compris dans la partie soins. Voilà donc les évolutions qu'on conduit, qui sont, je crois, extrêmement déterminantes. Et je voudrais juste conclure en disant qu'on voit bien que la notion d'expérience et d'usage pour comprendre les besoins et la vie quotidienne des personnes que l'on sert est capitale. Évidemment, on a des enjeux de sophistication de nos métiers, et là, la technologie et ce nouveau couple industrie-service, un peu plus de normes et pas simplement de l'improvisation est extrêmement nécessaire parce que ça nous rend plus compétents et on monte en gamme. Et le monde des services a besoin de monter en gamme en termes de compétences et de qualifications. Et puis, bien entendu, derrière, et vous le comprenez dans ce que je suis en train de vous dire, ça permet aussi de valoriser ces métiers de service et d'en parler autrement. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Damien Verdier. Je me tourne maintenant vers Khalid Abdallaoui pour RTE. Vous avez évoqué, Damien Verdier, donc les questions de sophistication. Avec vous, Khalid Abdallaoui, on va évoquer aussi les questions de la data, maîtrise de la data. Comment ça se passe chez vous? On peut dire quelque part que au niveau de RTE, vous êtes déjà bien en avance et sur tous ces sujets de réinvention, je dirais, du couple industrie-service. Rebonjour à tous. Oui, effectivement. On pourrait être étonné de se dire que fait le réseau de transport d'électricité, donc l'infrastructure qui est en charge d'assurer l'alimentation, la continuité de l'alimentation électrique et la sécurité de l'approvisionnement en France sur ce sujet d'industrie et de services. Alors juste pour rappeler en quelques mots nos missions, trois missions principales. La première, c'est d'assurer une alimentation électrique économique sûre et propre pour l'ensemble du territoire français et des clients qui sont connectés au réseau de transport. C'est aussi la réussite, et ça c'est fondamental, je vais en parler plusieurs fois, la réussite de la transition énergétique, tout ça dans le cadre du Green Deal européen ou de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui encadre les objectifs de l'État français, tout en ayant un rôle aussi d'éclaireur de la force publique en matière d'établissement des politiques énergétiques à venir. Et enfin, la troisième mission, elle est fondamentale pour nous aussi, c'est favoriser un peu le développement du tissu industriel dans les territoires, de la maille locale à la maille nationale, voire européenne, et la compétitivité des entreprises installées sur ces territoires. Alors, je reprends le terme de Pierre Vels tout à l'heure, on s'est servicialisé assez rapidement pour une entreprise, un opérateur de réseau électrique, donc plutôt une vieille industrie a priori. Et je vais essayer de vous démontrer que ce n'est absolument pas le cas, parce qu'on est passé par une phase de servicialisation en comprenant que les exigences de nos clients, qui sont en gros la grande industrie française, le ferroviaire, les grands producteurs d'électricité, qui sont de plus en plus des producteurs d'énergie renouvelable, les réseaux de distribution d'électricité qui permettent d'alimenter ensuite l'ensemble du territoire, et enfin aussi les acteurs de marché, donc les négociants de l'énergie en Europe, qui sont dans le marché gros d'électricité, et aussi des métiers émergents comme les agrégateurs d'effacement ou de flexibilité pour pouvoir gérer les systèmes électriques européens. Ces clients-là ont des exigences de plus en plus fortes en termes de performance économique et environnementale, et on s'est organisé en gamme de services pour pouvoir répondre à ces nouvelles exigences. Il en est de même d'ailleurs avec les territoires que nous alimentons, puisque les territoires, d'ailleurs les métropoles, les régions, les départements par exemple, s'organisent pour certains puisqu'ils ont des compétences en matière d'établissement de leur politique énergétique et de développement économique des territoires. Et là aussi, RTE a un rôle important pour venir
offrir des services pour accompagner ces territoires en les éclairant sur leur politique énergétique, en leur donnant des éléments de prospective dans leur choix de politique, mais également dans le développement économique des territoires, en amenant des arguments pour compléter l'offre d'attractivité économique de ces territoires et les accompagner dans le développement de solutions que porte, je vais prendre le terme, mais de solutions que le territoire peut apporter aux gens, aux citoyens et aux industries et aux entreprises qui sont sur leur territoire. Donc, cette servicialisation, pour nous, c'était une évolution déjà culturelle importante. On a une évolution culturelle où on a organisé l'entreprise en produits, en services, aux clients et au territoire. Et ça, c'est une première chose, mais qui nous a paru pas suffisante, puisqu'en parallèle, dans cet objectif de réussite de la transition énergétique, on pense qu'on doit aller plus loin en termes de facilitateurs, de catalyseurs de l'émergence de nouveaux écosystèmes liés aux synergies qu'il peut avoir entre les mutations du secteur de l'énergie, des transports et de la mobilité ou de la rénovation énergétique. Et on a un rôle, nous, opérateurs de réseau, et RTE en particulier, pour accompagner ces mutations et ces synergies de demain qui vont faire émerger des écosystèmes nouveaux. Historiquement, les réseaux d'électricité ont accompagné, j'allais dire, ont été des puissants catalyseurs des révolutions industrielles précédentes, puisque un réseau résilient permettant la mutualisation des moyens de production à l'échelle nationale ou européenne a permis à l'industrie classique, j'allais dire ancienne européenne, à se développer sur de bonnes bases. On a été donc déjà des vecteurs de la première transformation qu'évoquait Michel de Bonneuil tout à l'heure. Et on se veut aujourd'hui les acteurs de cette nouvelle phase qui est drivée très fortement par cette transition énergétique. Et dans ce cadre-là, on pense qu'on a aussi un certain nombre de critères qui font de nous des acteurs incontournables de cette nouvelle transformation. Par exemple, nous sommes les organisateurs, nous RTE, des marchés de l'électricité en France, mais aussi en Europe, en relation avec nos homologues des autres pays européens, des opérateurs de réseaux de transport, et nous éclairons la force publique au niveau des territoires, encore une fois, du niveau local au niveau européen sur cette transformation et donc les règles qui vont régir les systèmes électriques de demain. On est aussi une entreprise publique, je le rappelle, et nous en sommes fiers, avec une mission de service public, et donc nous avons aussi un rôle de tiers de confiance. On parlait tout à l'heure de données à caractère personnel ou d'informations commercialement sensibles, toutes ces datas. Nous avons, nous, un rôle qui nous est donné par la loi, et notre caractère public peut nous conférer un rôle particulier de tiers de confiance dans des plateformes transactionnelles ou des plateformes de mise à disposition de ces datas. On peut ramener une caution assez intéressante de ce point de vue-là. Et enfin, c'est un sujet, c'est l'évolution technologique et le numérique et l'hybridation des réseaux électriques et des réseaux numériques ouvre des possibilités de solutions demain et de création de nouvelles chaînes de production de bouquets de services et de solutions qui sont assez importantes. Et donc, je voulais un peu illustrer tout ça avec quelques exemples. Par exemple, à la maille européenne, je vais commencer par la maille la plus large de notre maille d'action, avec les autres réseaux de transport d'électricité, on a historiquement, depuis déjà un certain nombre d'années, créé des plateformes de partage de flexibilité du réseau qui nous permettent à nous, système électrique, d'opérer notre réseau et d'assurer l'équilibre offre-demande à la maille européenne. Et ça permet effectivement, par une plateformisation, une mise en commun des moyens de production de flexibilité, que ce soit de la production électrique, de l'effacement de consommation dans le cadre de la maîtrise de l'énergie, ou avec des acteurs émergents qui vont trouver des débouchés importants là-dedans, qui sont par exemple les créations de stockage. Et dans le stockage, on va parler de l'électromobilité, un moyen de stocker aussi de l'énergie. Eh ben, on a des acteurs qui aujourd'hui trouvent des débouchés, donc de la valeur économique, une nouvelle valeur économique à leurs objets qu'ils créent. Et ça permet de retrouver finalement encore des moyens d'investir et dans le sens, encore une fois, de cette transition énergétique, puisque ces nouveaux acteurs, de façon native, construisent des objets qui sont conformes aux objectifs de la transition énergétique. Donc ça, c'est au niveau européen. On a des expérimentations plus locales, je redescends à une maille beaucoup plus fine, où on travaille avec d'autres opérateurs de réseau, les distributeurs par exemple, et les territoires pour accompagner les nouveaux modes, les nouveaux usages de consommation d'électricité. On parle de l'autoconsommation. Hein. On verra qu'on va voir une multiplication, un accroissement assez phénoménal dans les 10-15 ans qui viennent du nombre d'autoconsommateurs, c'est-à-dire des résidents
qui ont sur leur toit des panneaux photovoltaïques, qui ont un véhicule électrique ou qui louent un véhicule électrique qui peut produire aussi de l'électricité à un moment où le réseau en a besoin. Et pour accompagner ça, on travaille sur des nouveaux échanges d'énergie en peer-to-peer, de pair à pair, qui permettront justement, encore une fois, de trouver de la valeur à leur autoproduction par des panneaux photovoltaïques, par exemple, ou par leur véhicule électrique, afin, encore une fois, de pouvoir être un catalyseur et un accélérateur, quelque part, de l'arrivée et de l'accueil de ces énergies renouvelables, à la fois produites des fois de manière un peu massive, mais aussi au niveau le plus fin, c'est-à-dire auprès du citoyen ou du consommateur final. Et un dernier exemple sur le véhicule électrique, dans nos études aujourd'hui en lien avec des constructeurs ou avec des associations, les associations du véhicule électrique, on table sur des chiffres autour de 15 millions de véhicules dans un scénario haut, aux alentours de 2035 de véhicules électriques. Et le véhicule électrique, évidemment, c'est de la synergie mobilité secteur de l'énergie. C'est pour nous une opportunité demain dans un mix énergétique beaucoup plus diversifié qu'aujourd'hui, avec des énergies renouvelables photovoltaïques, éoliennes ou autres beaucoup plus présentes. C'est un moyen supplémentaire de gérer le réseau. Et donc, du coup, ces véhicules électriques, soit via le consommateur final ou des agrégateurs qui se seraient mis dans la chaîne de valeur, pouvoir agrégateur au sens, ça peut être des loueurs de parcs automobiles, ça peut être des startups qui ont créé des services particuliers parce qu'on aura mis à disposition sur des plateformes l'ensemble des données du système électrique en temps réel avec des critères à la fois par exemple, de production de CO2 ou de production ONR à un instant T. Et le consommateur pourra lui-même caler son usage, à quel moment il a envie de stocker de l'énergie, c'est-à-dire consommer de l'électricité, ou à quel moment il a envie de la restituer au réseau et être rémunéré pour le faire, soit lui directement ou via des intermédiaires qui se sont mis dans la chaîne de valeur pour simplifier l'expérience utilisateur. Et ce partage d'informations entre des constructeurs automobiles, des agrégateurs de flexibilité, des systèmes électriques, cette mise en commun permet l'émergence pour nous, on pense, demain de nouveaux acteurs qui permettront de gérer des choses assez complexes du point de vue de l'utilisateur final en simplifiant au maximum et en étant en relation directe avec l'utilisateur final que peut-être nous, réseau de transport, nous ne voyons pas. Et ça, c'est une vraie opportunité que nous donnent les nouvelles technologies du numérique en les hybridant quelque part avec les besoins des systèmes électriques et assurer finalement la création d'un nouvel écosystème et l'émergence possible de nouveaux acteurs, chose qui est voulue par les territoires avec qui on discute aujourd'hui. Et je ne parle pas de la rénovation énergétique où là aussi, il me semble qu'il y a des possibilités encore de mise en relation, de transactions potentielles entre différents acteurs de la construction, de l'énergie, de la mobilité et autres sur un territoire qui peut être local. Mais nous, comme on a une action locale, nationale, voire européenne, on a cette possibilité aussi de faire émerger très rapidement des solutions et des mailles plus larges. Et notre caractère public de tiers de confiance peut être aussi un catalyseur intéressant de tout ça. Voilà. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci de cette présentation. On voit donc que ces bouquets de solutions, ils existent déjà et il y a des mises en œuvre qui font. Ce que vous avez mis en place aux États-Unis, hein, dans le domaine du maintien à domicile, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas plus ou ça n'est pas plus mis en œuvre en France, par exemple? Je vais essayer de faire court, mais le maintien à domicile des personnes âgées en France fonctionne. Hein, il y a possibilité de maintenir avec des services à la personne une personne âgée. Nous, on a une toute petite activité. Cette petite activité essaye de suivre les principes de ce qu'on a développé aux États-Unis. Bon, évidemment, la France, ce n'est pas les États-Unis et l'ensemble de ces métiers en France est essentiellement exercé par le monde associatif. Hein, un monde associatif qui est financé par les collectivités publiques, hein, que ce soit les départements ou les communes. Et alors, puisqu'on est en train de parler de réinventer des modèles et des coupes, moi, je pense que pour faire face aux défis démographiques d'un pays comme la France, hein, dont le vieillissement va à 20 ans, 30 ans, va continuer à grandir, hein, puisqu'on dit qu'aujourd'hui, une petite fille sur 2 qui naît sera centenaire. Je pense qu'il faudra aussi réinventer le couple monde privé et monde public, monde privé et monde associatif,
parce que le monde associatif et le monde public ne pourra pas faire face seul aux défis du vieillissement, et que les solutions du secteur privé doivent pouvoir exister en France, qui est quand même assez difficile aujourd'hui. Voilà. Je ne critique pas en cela la grande bonne volonté de tout le monde associatif pour s'occuper de nos personnes âgées. Je pense qu'il y aura une limite, et il y a une limite, et qu'il faudra un jour avoir des dispositifs qui permettent d'avoir plus de solutions qu'aujourd'hui. Très bien. Khalid Abdallaoui, à travers ce que vous nous avez dit il y a quelques minutes, hein, on voit que la maîtrise de la data, etc., c'est pas uniquement le fait des GAFA, mais que les grands groupes comme le vôtre ont toute leur place. Je vous ai perdu. Je n'ai pas entendu la fin de la question. Je suis désolé. Non, je disais sur la question notamment de la maîtrise de la data, vous nous avez bien expliqué combien vous, à votre niveau, vous maîtrisez parfaitement les choses, et ça permet de ne pas être dépendant aussi complètement des GAFA. Non, effectivement. Alors, je n'ai rien contre les GAFA, bien au contraire. Ils ont le rôle à jouer, et on peut sûrement trouver aussi des synergies avec les GAFA, mais nous avons, nous, déjà, les opérateurs de réseau, et RTE en particulier, énormément de données qui sont aujourd'hui disponibles, et encore une fois, les technologies de l'information nous permettent de les mettre à disposition au plus proche du temps réel. Et le fait que ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, nous avons aussi quelque chose qui est un peu nouveau peut-être dans le monde industriel, et en particulier les opérateurs publics comme le nôtre, mais c'est vraiment quelque chose qui s'est développé ces dernières années. On a une grande envie de transparence, c'est-à-dire que ces données, on a envie de les partager au maximum avec le maximum de parties prenantes pour qu'on puisse, grâce à la mise à disposition de ces données du fonctionnement du système électrique, qui sont des données soit, encore une fois, à la maille européenne, nationale, voire régionale, permettre l'émergence en croisant ces données avec des données externes à notre métier, qui sont des données, par exemple, des constructeurs dans l'électromobilité, des données météo, des données, je ne sais pas, on peut imaginer beaucoup de choses, créer des endroits où des startups ou des entreprises plus importantes peuvent venir utiliser ces données pour eux-mêmes en tirer de la valeur. C'est vraiment une volonté, et encore une fois, quelque chose que l'on a mis au cœur de nos missions, que de permettre à des territoires, encore une fois, à des mailles différentes, de créer de la valeur par le croisement de nos données énergétiques et d'autres données qui ne sont pas de notre domaine, et qui permettraient, encore une fois, à d'autres entreprises de créer de la valeur. Et ce n'est pas antinomique non plus avec un travail avec les GAFA, peut-être sur certains sujets, mais je pense qu'encore une fois, notre caractère public et de tiers de confiance peut être rassurer des acteurs territoriaux ou autres pour pouvoir commencer à travailler sur ces sujets. Michel de Bonneuil, votre réaction par rapport à ce qui a pu être exposé à la fois par Damien Verdier et par Khalid Abdallaoui? Écoutez, je trouve que c'est très intéressant. Moi, je suis toujours passionnée de voir qu'effectivement, peut-être des choses qu'on arrive à concevoir à force d'écouter les acteurs, effectivement, sont en train de prendre forme. Donc, je suis extrêmement intéressée par tout ça. Et effectivement, l'impression que, si vous voulez, ce que je voudrais dire quand même, c'est que vous voyez, autrefois, quand on a fabriqué, par exemple, des voitures, on voyait se développer des roues, la production de roues, d'acier, de moteurs, de chemins de fer, de réseaux d'électricité. Donc, on aurait pu décrire l'environnement d'une façon extrêmement touffue, vivant, voilà, de choses très nouvelles qui se faisaient. En réalité, c'est quand même important de voir que tout ça permet de fabriquer une voiture. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on appelle en comptabilité nationale un produit final, c'est-à-dire celui que le consommateur achète, est quelque chose d'extrêmement important, parce que c'est quand même par là que passe la croissance. C'est-à-dire, si le consommateur n'achète pas le produit final, les roues, etc., tout ça ne sert à rien. Donc, voilà, moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est de voir que
tout ce qui se passe dans toutes ces entreprises, en réalité, me paraît effectivement converger pour finalement mieux satisfaire le besoin final des consommateurs par une organisation très nouvelle, encore une fois, qui va marier ces biens et ces services. L'autre chose aussi qui m'a frappée, c'est effectivement la notion de complémentarité entre des organisations diverses, par exemple avec les GAFA. Et je pense que c'est très important effectivement de voir que plusieurs types d'organisations pour fabriquer ces bouquets de solutions sont possibles, celles des GAFA, celles que les entreprises anciennes, industrielles et de services sont en train de mettre en place. Donc c'est extrêmement important de voir qu'il faut que ces différentes organisations puissent coexister, puissent aussi faire un peu contrepoids. Vous voyez, par exemple, si on veut, la meilleure façon de faire contrepoids au GAFA, c'est probablement que le consommateur puisse avoir des alternatives, des choses qui vont faire autrement que ne le font les GAFA et qui vont pouvoir effectivement faire plier les GAFA, puisqu'en fait, c'est le consommateur qui finalement aura le dernier mot. Donc, il ne faut pas opposer effectivement ces diverses organisations, il faut les conjuguer. Et ça va être très compliqué parce qu'il faut quand même que chacun puisse garder son organisation et c'est cet équilibre qu'il va falloir trouver. C'est aussi ce qu'on a vu avec le monde associatif et la silver economy. Il ne s'agit pas de tuer personne, au contraire, il s'agit de voir comment on peut faire vivre ensemble des modèles en les renouvelant. Les associations d'aide à domicile ont des savoir-faire formidables, elles ont un rôle formidable. Aujourd'hui, le but, c'est de les intégrer, de voir comment on peut effectivement les faire vivre avec ces bouquets de solutions de la silver economy. Voilà les premières réactions que je pouvais avoir par rapport à ces exposés très intéressants. Pierre Vels, un mot de commentaire aussi par rapport à ce qui a été exposé par Damien Verdier et Khalid Abdallaoui. Alors, le micro. Oui, moi j'étais frappé par la convergence quand même très forte de nos différents exposés, parce que je pense qu'on est vraiment... C'est d'ailleurs un peu dommage pour le débat, parce qu'on aimerait trouver des points de désaccord, mais je n'en vois pas tellement. Ce qui m'a... je pense vraiment que c'est ce que j'ai appelé l'économie humano-centrée autour de sujets comme la qualité, le bien-être, hein, de manière beaucoup plus générale, parce que la santé, on a tendance à ramener à la médecine. Enfin, tous ces sujets-là qui touchent vraiment notre vie quotidienne, les individus, nos corps, etc. C'est vraiment à l'évidence au centre de l'économie qui est en train de se créer. Donc, tout le problème est de savoir si on est capable de développer à partir de là des chemins de croissance qui permettent effectivement une qualification beaucoup plus massive des personnes. Je crois que c'est ça. C'est ça qui est important. Je voudrais juste rebondir sur un mot qui a été prononcé par M. Verdier et qui me paraît essentiel, c'est le mot de confiance. Je crois que c'est au cœur du sujet. Au fond, une partie des activités et des solutions, des bouquets de solutions dont on parlait à la fois Michel de Bonneuil et M. Verdier, prennent le relais au fond de choses qui étaient plus ou moins assurées par la famille ou par le voisinage dans les sociétés traditionnelles dont on sort. Et là, évidemment, la confiance, elle est d'une certaine façon donnée. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu une illusion qui est de penser qu'avec les data, on va régler les problèmes. Les data, c'est bien, mais on voit bien d'ailleurs le problème des GAFA, c'est qu'elles sont en train de perdre la confiance des gens. Et si on a un peu cette idée qu'on va dans un monde d'algorithmes, un monde totalement transactionnel, à la fois, c'est vrai pour l'industrie comme pour les services. Alors, en réalité, c'est une illusion. Je pense que moi, j'ai coutume de dire que notre économie, elle est de plus en plus relationnelle, en fait. Et la base de la relation, c'est la confiance. Alors, on va prendre les questions voilà, qui sont arrivées. Vous en avez parlé rapidement, mais au-delà de la complémentarité industrie-service que vous avez bien décrit, n'y a-t-il pas un risque d'éclatement des formes de travail, type ubérisation, qui sont assez symptomatiques des services versus l'industrie? Qui veut répondre?
à cette première question? Moi, je veux bien, Oui. en quelques mots, bien sûr, on a aujourd'hui une forme d'éclatement des cadres de travail. On est de plus en plus dans un travail prestation, hein, voilà, et on n'a pas encore vraiment, on le voit bien avec des exemples comme Uber, on n'a pas encore vraiment construit les cadres juridiques et normatifs pour permettre de concilier un peu l'autonomie des gens avec la protection qui est nécessaire, la sécurité, la continuité dans le travail. Donc ça, je pense que c'est un immense chantier. Juste une remarque au passage, je pense qu'il faut faire attention à la montée du télétravail de ce point de vue-là. On voit bien que c'est quelque chose de très positif, mais il y a des données très récentes là, qui montrent que l'augmentation du télétravail s'accompagne aussi, y compris chez les cadres, hein, y compris parfois chez les cadres supérieurs, d'une forme d'atomisation. Il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs et le risque est quand même un peu qu'on vive dans un monde où chacun est entrepreneur de sa propre vie, ce qui est très très bien, mais sans le minimum de sécurité. Donc il y a aussi ce sujet-là. Oui, si je peux oui, dire juste on va d'autres questions. Oui. mot complémentaire. C'est un problème d'organisation de ces chaînes de production. Et en effet, les GAFA, qui ont donc été les premiers à les organiser de façon magistrale, en réalité, sont des acteurs purement numériques. Leur savoir-faire n'est que numérique. Ils n'ont pas du tout, comme les autres entreprises industrielles ou de services, des savoir-faire, en particulier dans les services, de relations avec le public. Donc, si vous voulez, ils ont construit leur modèle avec l'idée qu'on pouvait désintermédier complètement la relation avec le client en le mettant face à des applications et il se débrouille tout seul pour fabriquer la solution à ces problèmes. Et donc, malgré tout, en bout de chaîne, pour mettre à disposition les biens et les personnes, puisque finalement c'est ça qu'ils organisent, il leur faut des acteurs, et ces acteurs finalement, ils les ont appelés des travailleurs indépendants, alors qu'en réalité ils sont super dépendants, mais ce sont des travailleurs isolés en tout cas, qui font les derniers kilomètres, et évidemment on a perdu le rapport de force. Fondamentalement, on perd le rapport de force de salariés réunis dans des lieux comme les usines, comme les lieux où on prestait les services, où effectivement les salariés pouvaient discuter entre eux et discuter avec une entreprise qui les employait. Et donc, justement, l'intérêt de ce que sont en train de fabriquer, ces nouveaux bouquets de solutions complexes que sont en train de fabriquer les entreprises anciennes de l'industrie et des services qui ont des savoir-faire en matière de relations avec le client et d'entretien des biens, c'est effectivement de pouvoir retrouver non pas une structure monopolistique ou en tout cas de concurrence monopolistique extrêmement guerrière avec en aval des travailleurs qui ne sont plus les salariés, qui sont très mal payés. Il faut reconstruire un monde d'entreprise qui effectivement à la fois puisse être en relation avec le client et qui en même temps puisse organiser le travail de personnes qui doivent être dans le rapport de force de négocier une partie des gains de productivité. Je pense que c'est un problème central. Voilà, on va prendre d'autres questions. Oui, j'ai bien vu que Damien Verdier voulait intervenir. Une autre question, concernant le développement du véhicule électrique en lien avec un film sur la face cachée des énergies vertes sur Arte en ce moment. N'est-on pas dans l'illusion en délocalisant les pollutions et émissions de CO2? La confiance ne doit-elle pas se construire sur une vision plus globale et plus durable que des effets de mode poussés par des lobbies qui ont trouvé un moyen de faire leur business avec de mauvais signaux envoyés par le pouvoir politique? Qui veut répondre? Je pense que, si vous me permettez, je pense que de manière générale, il y a un sujet qu'on n'a pas suffisamment abordé, sans doute par manque de temps, mais qui est quand même crucial, qui est celui de rapport entre tout ce qu'on raconte et la transition écologique, qui est quand même maintenant un impératif extrêmement puissant. Alors, je ne réponds pas directement à la question qui est posée, mais je pense qu'il faut qu'on pense, et là, je crois que justement, les chemins de croissance nouveaux qu'on a évoqués ce matin, au fond, sont aussi une façon peut-être de répondre aux problèmes écologiques.
La croissance est verte et véritablement créatrice d'emplois aussi, j'ai envie de vous demander. Écoutez, rien n'est écrit, hein, tout dépend des politiques. Alors là, on rentre un peu dans il faut que les politiques soient vraiment bien ajustées. Mais si je prends par exemple l'idée que tout simplement les industriels vendent des services plutôt que des fonctionnalités, des usages, des solutions, pour reprendre l'excellent terme de Michel, par exemple, si vous vendez du service de mobilité, pas des voitures, vous avez intérêt à ce que les véhicules que vous utilisez soient durs, hein. C'est ce qu'on appelle souvent d'ailleurs l'économie des fonctionnalités. Quelque part, on voit que là, on a un chemin qui va quand même vers une économie dont l'empreinte matérielle et énergétique est au moins potentiellement moins lourde que celle de l'économie traditionnelle, qui est quand même c'est quand même absurde d'avoir toutes ces bagnoles stockées dans des garages en permanence, etc., ou bloquées dans des embouteillages. Donc tout ce qui fluidifie permet d'utiliser moins de ressources, et ça va dans le bon sens. Ceci dit, il n'y a rien d'automatique là-dedans, et après, tout est affaire de détail, hein. Alors, j'ai une question pour Damien Verdier, ce qui lui permettra d'intervenir également. Il voulait dire un mot tout à l'heure. Question pour industrie et services. Comment voyez-vous l'évolution des EHPAD et maisons de retraite, réorganisation, solutions innovantes, financement face aux problèmes mis en évidence par la crise sanitaire dans ces lieux? Ne faut-il pas repenser le système? Vaste question. Damien Verdier. Alors, je ne sais pas si j'ai la réponse à cette question. Je pense que le système des EHPAD est indispensable parce que malheureusement, à un certain moment de la vie, peut-être que les choses évolueront dans les 10-20 ans qui viennent, mais malheureusement, le maintien à domicile devient très difficile. Malheureusement, je pense que tout le monde souhaite pouvoir finir sa vie chez soi, mais il y a besoin de structures collectives à certains moments de la fin de vie. Je pense que le système des EHPAD en France est quand même, par rapport à d'autres pays, on est toujours très critique en France, mais fonctionne pas si mal que ça. Évidemment, la crise a mis en avant ce qu'a dit Pierre Vels tout à l'heure, c'est que il faut qu'on arrive à reconnaître ces métiers, il faut qu'on arrive à les qualifier, il faut qu'on arrive à mieux les rémunérer parce que ce sont des métiers en tension. L'ensemble des maisons de retraite publiques ou privées sont aujourd'hui en pénurie d'aides-soignants. Enfin, alors qu'on est quand même un pays où il y a du chômage de masse. Ça veut dire que ces métiers ne sont pas attractifs ou sont tellement sous-évalués en termes d'image, mais aussi de salaire et en termes de qualification, qu'on n'arrive pas. Enfin, moi, je ne gère pas, Solutions ne gère pas d'EHPAD, hein, donc je donne mon avis en tant qu'opérateur de service dans le monde des personnes âgées. Il y a un vrai défi. Après, il y a autre chose qui va être pour les années à venir, de bien régler la continuité entre le domicile, le monde hospitalier, parce que malheureusement, quand on vieillit, on est amené à être hospitalisé pour des maladies chroniques ou autres, et puis éventuellement l'EHPAD. Et cette continuité, cette cohésion entre maintien à domicile, EHPAD, système hospitalier, je pense aussi est à repenser. Voilà, donc je pense qu'il y a un énorme chantier. De toute façon, la chaîne de valeur du vieillissement, qu'on a appelé pompeusement la silver economy, est certainement un des endroits où, dans les 10 ans qui viennent, il va falloir quand même énormément innover, se réinventer, parce que, comme je le disais tout à l'heure, en économie, il y a quelque chose qui est imparable, c'est la démographie, hein. La démographie, elle parle, et dans les 10-20 ans qui viennent, sauf catastrophe mondiale, le vieillissement, c'est un fait. Et donc, oui, voilà. Donc, voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si je réponds parfaitement bien à la question. Ne soyons pas trop critiques, parce qu'en France, moi, j'ai évidemment l'expérience de l'étranger. Enfin, notre système de prise en charge des personnes âgées, y compris au plan financier, n'est pas si mal. Alors, je sais que ça coûte. Mais si vous voyez ce que ça coûte aux États-Unis, hein, là où il y a absence de mutuelle et où tout fait partie d'assurance individuelle, la France, elle a un système qui est quand même assez vertueux, quoi. Ouais. Après, sur une question pour le petit point que je voulais dire simplement sur le télétravail
et les nouvelles formes de travail. Je voulais juste donner deux angles. Le premier angle, c'est quand même effectivement que pour un certain nombre de métiers de service, il y a des distorsions de concurrence avec tous ces nouveaux métiers-là, hein, parce que le fait d'économiser des coûts sociaux et des avantages sociaux, ça fait des réductions de coûts. Et pour les entreprises qui, elles, ont des salariés qu'elles assurent et à qui elles proposent des mutuelles, etc., avec des conventions collectives, ça fait des vraies distorsions de concurrence dans des métiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont d'abord des métiers où la masse salariale est le premier poste de dépense. Donc, si on a en face de nous des gens qui ne payent pas ni d'impôts ni charges sociales, vous comprenez, c'est une vraie distorsion de concurrence qui est quand même un vrai problème. Alors, je sais que les choses avancent et que petit à petit, il va y avoir des systèmes d'avantages sociaux proposés à tous ces indépendants, mais quand même. Puis le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est que finalement, tout ça est dans une approche de cost killing, pardon pour l'anglicisme, mais ce problème de cost killing dans le monde des services, qui quand même a impacté le monde des services depuis 15-20 ans, où bien entendu il fallait faire des gains de productivité et qui a permis de réduire les coûts. Et le monde des services était beaucoup moins compétent dans l'approche productive que le monde industriel. Et on a beaucoup appris d'ailleurs du monde industriel. Dans des entreprises comme les nôtres, nous, on met en place des programmes de lean management, pardon, c'est encore un anglicisme, mais c'est comme ça, et on décortique les tâches et on essaye de comprendre comment nos personnels peuvent être plus efficaces. Mais derrière tout ça, il faut quand même garder en tête qu'à chaque fois qu'on pense réduire les coûts dans le monde des services, ça impacte les salaires, la masse salariale. Donc c'est pour moi, par rapport aux défis des 10 années à venir, c'est totalement l'inverse de ce qu'il faut faire, ou au contraire, on va être face à des défis de valorisation des métiers de service, de valorisation des rémunérations, bien entendu, accompagnés par de la formation professionnelle et de la qualification. Alors, on va parler emploi avec une question pour Michel de Bonneuil. Je voyais que vous vouliez intervenir tout à l'heure. Question, une finalité du plan de relance est celui d'une reconquête industrielle sur des secteurs stratégiques. En somme, garantir une forme de souveraineté stratégique. L'emploi, le couple industrie-service doit avoir cela comme objectif, non pas pour chercher une compétition prix avec la Chine, vaine sans doute, sauf secteur de niche, mais plutôt de se challenger avec d'autres pays européens dans lesquels l'industrie n'a pas autant baissé les bras face aux services, confère encore l'exemple de l'Allemagne souvent cité. Michel de Bonneuil. Oui, je pense qu'en réalité, effectivement, ce que devraient faire les pays européens, c'est de mieux voir en effet la différence entre l'industrie au sens ancien et la néo-industrie qui est en train de se mettre en place. Et ça renvoie aussi à une question qui a été posée précédemment sur l'automobile. Aujourd'hui, on voit le gouvernement aide énormément les entreprises, les constructeurs automobiles pour fabriquer des véhicules électriques. Bon, donc ça, c'est une politique industrielle un peu à l'ancienne, parce que certes, il faut produire des véhicules électriques, mais le vrai enjeu n'est pas de produire seulement des véhicules électriques. Le vrai enjeu des constructeurs automobiles est de produire des véhicules partagés et effectivement de les intégrer dans une mobilité diversifiée avec d'autres choses. Donc, en réalité, on voit qu'on est face à la nécessité d'une vision qui permette effectivement de ne pas se tromper d'objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer non pas de faire des produits toujours moins chers, avec des gens toujours moins payés et en perdant la confiance et en laissant le consommateur tout seul face à des applications, des écrans, voilà, mais d'essayer au contraire de donner au consommateur la possibilité de se trouver en confiance face à des personnes qualifiés qui vont prendre soin de leurs objets et d'eux-mêmes. Donc là, on voit bien que, comme on le disait tout à l'heure, on a là tout ce qu'il faut pour faire une croissance de plein emploi et de bon plein emploi, et en plus une croissance durable. Donc ne nous trompons pas de combat. Le combat n'est pas de faire renaître l'industrie ancienne, il est de construire une nouvelle néo-industrie et
Qui plus est, ce faisant, on va renouveler l'industrie. Parce qu'en réalité, les constructeurs automobiles qui vont s'en sortir le mieux, ce ne seront pas ceux qui auront produit des véhicules électriques seulement, seront ceux aussi qui vont pouvoir vendre aux collectivités territoriales toutes sortes de véhicules partagés. Parce que là, il y a un véritable gisement de nouveaux besoins, alors que les besoins de l'industrie ancienne sont largement satisfaits et qu'on est obligé de passer donc, à la satisfaction de ces nouveaux besoins. Donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est dommage de ne pas comprendre ce qui est en train de se passer parce qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour fabriquer une croissance verte, durable, de bons emplois, qui sauve l'industrie à l'ancienne et qui recrée une véritable nouvelle industrie de bouquets de solutions. Alors, donc, voilà. Merci. Je vais vous donner la parole, Pierre Wetz. Je vous soumets cette question juste avant. Industrie et services, un couple à réinventer. Nous venons de vivre une période de 20 à 30 ans avec une délocalisation de l'industrie dans un premier temps, puis des services, ce qui a laissé la France assez démunie pour affronter la pandémie, pourtant annoncée depuis des années. N'est-il pas venu d'arrêter d'opposer industrie et services, segmentation aux contours flous et artificiels, pour parler d'une activité économique en France, pour répondre aux enjeux, qu'ils soient climatiques, de souveraineté, bref, stratégiques avec un grand S, et non purement financiers à court terme? Oui, merci pour cette question. Un couple à réinventer, pourquoi aurait-on pu ajouter? Oui, non, mais bien sûr, cette question, d'ailleurs le propos qu'on tient tous autour de cette table virtuelle, hein, si je peux dire. Je pense qu'il faut absolument arrêter d'opposer les choses. Par exemple, si je prends l'histoire du véhicule électrique, moi je pense qu'il faut faire des véhicules électriques et c'est très important de développer le modèle du véhicule électrique pour des raisons écologiques. Là, maintenant, il faut que l'industrie prenne ce virage parce que sinon, voilà, tout le monde l'a compris et il faut que l'État l'accompagne, sinon on n'y arrivera pas. Mais en même temps, c'est là que je rejoins Michel et puis aussi l'auditeur qui a posé cette question. Il faut qu'on arrive à avoir une vision plus globale des choses. Ça je suis totalement d'accord. Si vous voulez, moi je suis un vieux militant de l'industrialisation. J'ai toujours regretté que notre pays considère avec trop de légèreté la question industrielle, parce que nos élites ne sont pas très orientées vers l'industrie, contrairement à ce qu'on pourrait penser à un pays comme l'Allemagne, par exemple. Mais en même temps, il faut dire que l'industrie, c'est vrai, elle a des acteurs qui la représentent et qui la défendent, et c'est très bien. Mais encore une fois, la réindustrialisation, la relocalisation, j'aime pas beaucoup ce mot parce qu'on a l'impression qu'on prend des choses qui sont parties, on va les reprendre à l'identique. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. La réinvention d'une industrie manufacturière puissante et nouvelle, c'est absolument indispensable, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que, encore une fois, l'enjeu macroéconomique et l'enjeu macro-social, aujourd'hui, il est davantage du côté de cette masse énorme d'emplois de services, de valeur potentielle à créer dans les solutions mixtes services-industrie. Et ça, je trouve que c'est vraiment, si on peut faire passer ce message-là, notre table ronde n'aura pas été inutile. Très bien. Une dernière question peut-être pour Khalid Abdallaoui. Poussée à l'extrême, la servicialisation de l'industrie ne fait-elle pas courir le risque de ne plus permettre le financement des infrastructures? Nous le voyons déjà dans l'énergie, mais dans beaucoup d'autres pans de l'économie, qu'on fait à l'économie de nombreuses plateformes où le consommateur paye l'usage et jamais le produit. Ah, d'accord. J'ai pas tout entendu, c'est un peu sauté, mais je crois avoir compris la question. Je la répète. Est-ce que la servicialisation met en danger finalement l'infrastructure et sa fiabilité dans la durée? Je crois pas. Moi, je ne le crois pas. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est que aujourd'hui, dans ce que nous défendons absolument, il n'y a pas de nouveaux services ou de nouvelles solutions, pour reprendre le terme, s'il n'y a pas une infrastructure solide sur laquelle s'appuyer. Et l'infrastructure, à notre sens, est à la fois l'infrastructure technique, au sens technologique du terme, donc nous, le réseau, et également toute l'infrastructure numérique qui vient s'hybrider. Je parlais d'hybridation pour ne pas justement avoir deux mondes différents et finalement, en termes de développement de ces infrastructures, d'en préférer une que l'autre. C'est bien le couple, et c'est ce couple hybride des deux qui fera la réussite de ces services. Et je ne pense pas que ça s'oppose, du moment
que l'utilisateur final de notre infrastructure ne paye pas que le service, mais qu'il paye bien aussi le produit. C'est pour ça qu'encore une fois, je crois qu'on est tous d'accord, il n'y a pas, à mon sens, d'opposition entre l'industrie et les services. C'est les deux. Et c'est bien les deux qui font la valeur globale pour l'utilisateur et le consommateur final. Donc pour moi, non, il n'y a pas de risque du moment qu'on a bien ça en tête. Très bien. Alors pour finir, chacun en 10 secondes, puisqu'il nous reste moins d'une minute, un mot de conclusion. Industrie et services, un couple à réinventer ou finalement un vieux couple qui se retrouve, Michel de Bonneuil? En 10 secondes, votre conclusion. Ah, on n'entend plus. Il faut remettre le micro. Pardon, excusez-moi. Oui, ce sujet est un sujet majeur. Ça a été la bouteille à l'encre pendant des décennies parce qu'effectivement, les choses étaient en train de bouger. Je crois que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une convergence vers l'idée que, loin de s'opposer, ces deux secteurs doivent s'appuyer l'un sur l'autre et se marier en réalité pour donner naissance à de nouveaux produits qui vont permettre de mieux satisfaire les besoins des consommateurs, de les satisfaire avec de très bons emplois d'une façon verte et localement. C'est-à-dire que forcément, ce type de bouquet de solutions au plus près des gens sur leur lieu de vie se délocalise. La preuve, c'est que Sodexo le fait, mais il permet d'installer en France aujourd'hui des vrais gisements de croissance utiles, de besoins qui n'ont pas pu être satisfaits, qui sont aujourd'hui des besoins majeurs, et qui vont effectivement réanimer une nouvelle croissance. Nous ne relançons pas une ancienne croissance et l'industrie ancienne, nous lançons une nouvelle croissance et par là même, nous lancerons une nouvelle industrie, une néo-industrie qui renouvellera l'ancienne. Merci Michel de Bonneuil. Pierre Vels, en 10 secondes, votre conclusion. Je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse aussi à nos organisations. Par exemple, le MEDEF est toujours organisé avec les services d'un côté, l'industrie de l'autre. Donc on pourrait peut-être commencer aussi par repenser nos organisations, et c'est vrai pour les patronats, pour les syndicats et aussi pour les statistiques. Voilà, il faut qu'on, si on veut vraiment, il faut repenser aussi la façon dont on a inscrit dans nos organisations tous ces clivages. Merci. Damien Verdier, votre conclusion, un couple à réinventer ou un couple qui se retrouve? Je pense que réinventer le couple industrie-service au-delà des apports économiques et des possibilités de marché de croissance que cela peut apporter, c'est aussi un super défi pour mieux valoriser justement tous ces métiers qui participent à la vie quotidienne en leur apportant de la valeur ajoutée, en leur apportant de la qualification, en leur apportant de la technicité, de la sophistication. Donc c'est comme ça que je vois aussi les choses. Merci beaucoup. Et le mot de la fin pour Khalid Abdallaoui. Juste pour juste dire qu'il faut voir aussi dans les opérateurs publics et les opérateurs de réseau dans le secteur de l'énergie des véritables partenaires de cette transformation et de ce rapprochement du couple industrie-service et des entreprises qui ont su se rénover, se moderniser pour accompagner ce changement et cette nouvelle étape. Très bien. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir participé à cette conférence Industrie, Service, un couple à réinventer. Merci à vous quatre. Merci à tous ceux qui nous regardaient sur YouTube. Vous étiez hier plus de 15 000 à suivre les journées de l'économie, les conférences du premier jour. Ça se continue, ça se poursuit aujourd'hui et demain. Merci à tous. Merci de votre attention. On était très heureux de vous proposer cette conférence. Merci, au revoir.